Les graines de la haine. Des graines semées il y a plus de 50 ans et qui ont longtemps germé puis tragiquement fructifié le 4 novembre 1995. Ce jour-là, le Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, était assassiné par un jeune extrémiste de droite. Et la disparition de l'homme qui avait osé négocier directement la paix avec Yasser Arafat est sans doute le vrai point de départ de la dégradation actuelle de la situation en Palestine. Les graines de la haine, donc. Elles ont été semées le 22 juin 1948 sur la plage de Tel Aviv. 5 semaines plus tôt, le 14 mai, l'indépendance d'Israël a été proclamée et la première guerre israélo-arabe a aussitôt débuté. Mais le 11 juin, l'ONU a imposé un cessez-le-feu d'1 mois entre les belligérants. Une trêve pendant laquelle est interdite toute arrivée d'armes et de volontaires. Le 22 juin, donc, l'Altalena, un cargo bourré d'armes et de volontaires juifs de l'Irgun, un mouvement de droite responsable de nombreuses actions terroristes et dirigé par Menachem Begin, vient de s'échouer très près du rivage. En dépit de l'interdiction prononcée par le chef du gouvernement israélien, David Ben Gourion, les hommes de l'Irgun entendent débarquer les armes. Yitzhak Rabin, jeune officier de la nouvelle armée régulière israélienne, Tsahal, reçoit l'ordre de s'opposer par la force à cette initiative. Le combat s'engage. De nombreux hommes tombent de part et d'autre. Finalement, un coup de canon dans la coque du cargo met fin à l'engagement. L'Altalena s'embrase et explose. Pour la première fois en Palestine, des Juifs ont donc tiré sur des Juifs. Cette dramatique affaire laissera des traces profondes. Jamais Begin ne pardonnera à Ben Gourion. Quant à ce dernier, il justifiera son action en affirmant que l'Irgun comptait se servir de ses armes pour renverser le jeune gouvernement d'Israël. L'assassin de Rabin et ceux qui ont armé sa main ont-ils pensé à l'Altalena et aux victimes de cet affrontement entre Juifs? C'est probable. Je lis en effet ceci dans un numéro de l'événement du jeudi paru en février 1998. Le 4 novembre dernier à Tel Aviv, lors du 2e anniversaire du meurtre d'Yitzhak Rabin, un groupe de militants du CAR, un mouvement d'extrême droite, court vers le rivage pour y déposer une stèle sur laquelle sont gravés ces mots étranges: « Pour toujours, aux victimes de l'Altalena, puisse Dieu venger leur sang, ni oubli, ni pardon. » Mais pourquoi M. X a-t-il choisi de me parler cette semaine de cette lointaine affaire? Parce que cet épisode de l'Altalena demeure mystérieux. Pourquoi, réellement, en ces jours difficiles, Ben Gourion, père de l'indépendance israélienne, a-t-il pris le risque de briser la solidarité juive? Et surtout, Menachem Begin était-il vraiment sur le point de tenter un putsch? Ce que beaucoup d'Israéliens, surtout à gauche, croient encore aujourd'hui. Et l'affaire, curieusement, commence chez nous. Chez nous, c'est-à-dire en France, vous voulez dire? Oui, exactement, à Port-de-Bouc. C'est dans ce port qu'a accosté en mai 1948 un ancien bateau de débarquement américain rebaptisé l'Altalena. L'Altalena, ça veut dire quoi, ça? Altalena, c'est le nom de plume de Vladimir Jabotinsky, le créateur de l'Irgun, un mouvement sioniste révisionniste. Oui, révisionniste, alors, ça veut dire extrémiste. Extrémiste de droite, oui. Jabotinsky était mort. Et les dirigeants de l'Irgun avaient voulu lui rendre hommage en donnant son nom de plume à ce bateau, acheté grâce aux donations de juifs américains. Ouais. Et que faisait ce bateau, alors, dans un port français? Il attendait d'être chargé en armes et d'accueillir à son bord plusieurs centaines de volontaires. À destination de la Palestine, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Dès l'expiration du mandat britannique au début du mois de mai, et la proclamation de l'indépendance d'Israël par les sionistes, il ne faisait nul doute qu'il s'ensuivrait une guerre entre juifs et arabes. Oui, d'accord, mais... Les autorités françaises ferment donc les yeux sur le chargement d'un stock d'armes considérable sur l'Altalena. Il y a des mitrailleuses, des milliers de fusils, de grenades, des explosifs, des canons et 5 blindés. Enfin, de quoi équiper 10 bataillons. Et ces armes-là sont fournies par la France? En grande partie, oui, vendues et parfois données. Cet armement considérable, hein, et donc destiné à l'Irgun. Oui, l'Irgun qui a mené la vie dure à l'occupant britannique et qui a perpétré des attentats très meurtriers. Et des exactions dans les villages palestiniens, c'est faut pas l'oublier. Hein. Donc l'Irgun vient tout juste de sortir de la clandestinité. Son principal dirigeant, Menachem Begin, a consenti à mettre ses troupes à la disposition du gouvernement provisoire de David Ben Gourion.
Donc de les intégrer rapidement au sein de la nouvelle armée régulière. Salle. Oui, constituée par la réunion de tous les anciens mouvements sionistes armés, Haganah, Palmach, Irgun, Stern. Toutefois, il y a un mais. Un mais, c'est-à-dire... Cet accord ne concerne pas Jérusalem. Pourquoi alors? Jérusalem, selon le plan de partage de l'ONU, doit devenir une ville sous mandat international. Oui, elle n'appartient donc pas à Israël, enfin... Non, même si Ben Gourion affirme qu'un jour la ville sainte sera la capitale de l'État hébreu. Ce statut particulier de Jérusalem permet donc à l'Irgun en particulier de conserver son autonomie et par conséquent de combattre les Arabes sous son propre drapeau. Enfin, il ne faut pas oublier que Begin et les siens ne veulent pas se contenter de l'État dessiné par les experts de l'ONU. Leur but, c'est la conquête de toute la Palestine, jusqu'au Jourdain. Alors que Ben Gourion, lui, se contente, enfin, si je puis dire, des frontières de l'ONU. Dans un premier temps, vous savez bien, car nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps, que les sionistes iront bien au-delà de ces frontières. Ouais. Mais quand même pas en Cisjordanie. C'est juste. Bon, revenons aux armes de l'Altalena. J'imagine que l'Irgun ne destine pas cet armement à Tzahal. Bien sûr que non. Il s'agit d'abord d'équiper, puis de renforcer les combattants de Jérusalem qui sont assiégés par la Légion arabe, et puis d'ouvrir un nouveau front en Cisjordanie. Ouais. Mais est-ce que Ben Gourion peut l'accepter? Non, et pour plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est que sous l'égide de l'ONU, un cessez-le-feu est conclu entre Juifs et Arabes au début du mois de juin. Or, selon les termes de ce cessez-le-feu, les belligérants s'engagent à ne pas renforcer leur potentiel militaire pendant la trêve. Ouais. Alors, c'est vrai que l'arrivée sur les côtes palestiniennes de l'Altalena contreviendrait donc à cet engagement. Oui, d'autre part, Ben Gourion ne peut pas voir d'un bon œil le renforcement militaire d'une organisation qui s'oppose à sa politique. Ouais, d'autant que c'est en contradiction avec l'accord de fusion des troupes de l'Irgun dans Tzahal. Parfaitement. Mais la troisième raison, et sans doute la plus importante, David Ben Gourion est le chef d'un tout nouvel État dont les bases sont encore très fragiles et où les rivalités sont nombreuses. Rivalité politique ou rivalité de personnes? Les deux. La communauté juive de Palestine est très divisée. Au centre-gauche, il y a le parti travailliste de Ben Gourion, le Mapai, mais à l'extrême gauche se trouve le Mapam, qui regroupe de nombreux officiers supérieurs et qui disposait, avant la création de Tzahal, d'une force d'élite, le Palmach. Ouais. Et quand vous parlez d'extrême gauche, c'est de communistes dont il s'agit? Des marxistes, en tout cas, qui se sentent très proches de l'URSS. Et donc, de l'autre côté l'éventail politique, il y a l'Irgun. L'Irgun, oui, et les gens du groupe Stern, dont le chef est Itzhak Shamir. Et tous ces chefs politiques ne font pas très bon ménage. Il y a en outre à la tête de l'armée quelques généraux influents qui ne s'accommodent guère de l'autoritarisme de Ben Gourion. Alors, ça veut dire que le Premier ministre israélien est mis en question? Oui, même si son prestige auprès de ses concitoyens est immense. La déclaration d'indépendance, il ne faut pas l'oublier, c'est lui. Ouais. Mais que craint exactement Ben Gourion? Il craint tout ce qui pourrait menacer ce nouvel État à l'extérieur comme à l'intérieur. Et il n'est nullement décidé à accepter que l'Irgun s'arme massivement grâce à la cargaison de l'Altalena. Oui, je crois que j'ai compris. Alors, quand ce cargo quitte-t-il la France? Le 11 juin 48, c'est-à-dire le jour même où le cessez-le-feu entre en vigueur. Le cessez-le-feu de l'ONU. Est-ce que Ben Gourion est au courant du départ du cargo? Naturellement, le gouvernement français entretient déjà d'excellentes relations avec Tel Aviv. Et puis Paris ne pouvait pas dissimuler cette opération. En outre, cette affaire de l'Altalena, c'était un secret de polichinelle. Beaucoup trop de gens étaient au courant. Toutefois, il faut reconnaître aussi que Begin a apparemment joué le jeu. Jouer le jeu, c'est-à-dire il a averti lui-même Ben Gourion? Oui, lui-même. Et comment a réagi le Premier ministre alors? Avec embarras. Il ne désirait à aucun prix briser le cessez-le-feu et encourir les foudres de l'ONU. D'abord parce qu'il avait besoin du soutien de l'opinion internationale, et puis ensuite parce que ce cessez-le-feu prévu pour 4 semaines permettait aux forces sionistes de se réorganiser en attendant la reprise des hostilités. Ouais, une simple trêve. Et il a donc demandé à Begin d'attendre, alors c'est ça? Oui, mais vrai ou faux, il semble que la décision de faire appareiller l'Altalena a été prise en France par les agents de l'Irgun. En France. Donc c'est pas Begin lui-même En tout cas, ce que prétendra toujours le dirigeant de l'Irgun. Quand il a télégraphié à Port-de-Bouc pour demander qu'on sursoie l'appareillage, l'Altalena était déjà en mer. Il pouvait toujours communiquer par radio avec l'équipage. Puis j'ai demandé de rebrousser chemin. Non, la radio de bord était en panne. Pardonnez-moi, mais tout ça me paraît un peu cousu de fil blanc, non? C'est probable, car Begin et l'Irgun étaient violemment hostiles au cessez-le-feu. Et au fond, cette affaire de l'Altalena pouvait aboutir à une rupture de la trêve. Incontestablement. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà donc l'Altalena qui vogue à petite allure vers Israël. À petite allure, pour se dissimuler, j'imagine. Et Ben Gourion, alors,
va être placé devant le fait accompli. Oui, c'est à peu près ça. Enfin, il va se servir de l'affaire pour frapper un grand coup et asseoir encore un peu plus son autorité. Comment l'énorme cargaison d'armes de l'Altalena a-t-elle pu être réunie? L'écrivain israélien Michel Bar-Zohar donne sa version dans sa biographie de Ben Gourion, le prophète armé, paru en 1966 chez Fayard. Une énorme machine de complicité, de sympathie et de connivence a été mise en action. Des dons de centaines de milliers de dollars réunis, des contacts secrets pris avec le gouvernement français. Celui-ci, qui fournit déjà une aide discrète à l'armée d'Israël, bien que la décision n'ait pas été prise à l'échelon du Conseil des ministres, adopte une attitude sympathisante à l'égard du projet. Par l'intermédiaire de M. Jean Morin, directeur adjoint du cabinet de Georges Bidault, une demande d'armes en faveur du Hetzel, c'est-à-dire l'Irgun, est déposée auprès du ministre des Affaires étrangères. L'attitude de Bidault est pourtant froide et même hostile à l'égard d'Israël, mais il paraît que le gouvernement français a accepté de livrer des armes à l'ancienne organisation clandestine contre la promesse que ces hommes veilleront à la défense et à la sauvegarde des institutions catholiques françaises en Palestine. Les longs pourparlers avec le gouvernement français et les difficultés pour obtenir des quantités considérables d'armement en Europe ont forcé les émissaires du Hetzel à retarder le départ du bateau pour la Palestine. Ce n'est que le 11 juin que le navire bourré d'armes et d'explosifs, dont une partie a été achetée un peu partout et le reste fourni gratuitement par les autorités françaises, peut appareiller. Inévitablement, l'Altalena va donc arriver en vue des côtes israéliennes. Et Ben Gourion sait qu'il va devoir faire avec. C'est-à-dire accepter le débarquement des armes. C'est ça. Mais c'est excessivement compliqué parce que ce débarquement, s'il a lieu, doit être discret. Et pour tromper la vigilance des observateurs. Des observateurs de l'ONU, oui. Ouais. Il doit donc se faire de nuit et à un endroit isolé de la côte. Mais les Israéliens ont déjà procédé ainsi alors que la Palestine était encore sous mandat britannique. Non, la vraie question, c'est la destination des armes. Parce que Ben Gourion ne veut pas qu'elles soient remises à l'Irgun. Ben, naturellement. Attendez, avant d'aller plus loin, comment faire savoir à l'équipage de l'Altalena où il doit débarquer sa cargaison? Puisque vous m'avez dit, sa radio de bord est en panne. Eh bien, figurez-vous que cette radio était miraculeusement réparée. Ouais, ce qui vous conforte dans votre idée que cette panne n'était qu'un subterfuge. Bien entendu. D'accord, alors, revenons sur ce point crucial, la destination des armes. Le gouvernement et l'Irgun entament des négociations à ce sujet. Des négociations très difficiles, très houleuses. Begin considère non sans raison que ces armes lui appartiennent. Elles doivent être remises aux combattants de l'Irgun. À ceux de Jérusalem, là. Et aux régiments de l'Irgun qui ont été intégrés dans le Tzahal. Ouais, ce qui signifie que cette intégration de l'Irgun dans le Tzahal n'est pas tout à fait entrée dans les faits. C'est vrai. Même au sein de cette armée théoriquement unifiée, chacune des fractions tient à préserver sa spécificité. D'autant qu'entre les gens du Palmar et ceux de l'Irgun, il existe un fossé politique et idéologique qui sera très long à combler. Oui, mais de son point de vue, Ben Gourion, lui, ne peut pas accepter un tel raisonnement. C'est évident. Si les armes ne sont distribuées qu'aux militaires de l'Irgun, ça remet en cause cette unité de l'armée à laquelle le Premier ministre est tant attaché. Alors, que faire? On continue à négocier. Mais alors que l'Altalena, si je vous ai bien compris, approche. Ouais. Et cette négociation, alors, a lieu sur quelle base? Ben Gourion propose à Begin de prendre possession du 5e des armes. Et Begin accepte? Le chef de l'Irgun tempête, menace, mais le vieux lion, comme on l'appellera plus tard, reste inflexible. Et on finit par se mettre d'accord. Un site de débarquement est même trouvé. Où? Dans un port naturel à une trentaine de kilomètres au nord de Tel Aviv. Et le 20 juin, à la nuit, l'Altalena entre enfin dans les eaux territoriales israéliennes. Mais ce qui suit immédiatement est très confus. Il y a bien sûr deux versions. Ouais, celle de Begin, j'imagine, et celle de Ben Gourion. Naturellement. Alors, voyons d'abord celle de l'Irgun. Profitant de la nuit, les gens de l'Irgun, enfin ceux qui sont à bord et d'autres qui sont venus les aider, commencent à décharger les armes légères sur la plage. À noter que Begin en personne est venu superviser l'opération. Mais soudain, des coups de feu éclatent. Des hommes de l'Irgun tombent. Et qui tire? Ce sont des soldats de l'armée régulière qui encerclent la plage. C'est donc un piège, hein? Ça y ressemble, en effet. Oui. Aussitôt, les combattants de l'Irgun font demi-tour et certains remontent sur l'Altalena. Les partisans de Begin le pressent même de grimper lui-même à bord, ce qu'il fait. Et il donne l'ordre au commandant de lever l'ancre. Pour aller où, alors? Begin ne le sait pas encore. Mais il ne pourra pas aller bien loin, car 2 corvettes israéliennes veillent au large. Avant de poursuivre, là, vous m'avez dit qu'il y avait 2 versions, alors la version de l'autre camp? Eh bien, pour Ben Gourion et les siens, voici ce qui s'est passé.
Contrairement à l'accord qui avait été conclu, les hommes de l'Irgun ont décidé de débarquer seuls les armes de l'Altalena. Ouais, pour les garder pour eux, alors. Bah oui, ils ont donc mobilisé leurs partisans, certains ayant même abandonné leur unité, et ils ont volé des camions militaires pour transporter les armes. Confronté à ces actes de dissidence, le gouvernement a dû réagir. Et en donnant l'ordre de tirer? Non, d'abord en ordonnant à Tsahal d'encercler la plage où avait commencé le débarquement, puis en lançant un ultimatum aux hommes de l'Irgun, un ultimatum repoussé par Begin. Et c'est pour ça alors que Tsahal ouvre le feu? Oui, parce que le Premier ministre de ce jeune État qui a tout juste un mois d'existence ne peut pas accepter que son autorité soit si vite mise en cause. Et donc on a deux versions, et entre ces deux versions, laquelle vous semble vraisemblable? Il est certain que l'Irgun avait conclu à contre-cœur un accord avec Ben Gourion. Je ne suis pas sûr que Begin avait vraiment l'intention d'en respecter les termes. Enfin, d'un autre côté, le Premier ministre avait incontestablement besoin d'assurer son autorité. Et Begin lui a fourni un prétexte en refusant de remettre les armes de l'Altalena. Oui, enfin, c'est ce que je pense, mais nous surviendrons si vous le voulez bien. Oui. En outre, il ne faut pas l'oublier, pour l'armée israélienne, cette cargaison de l'Altalena était un véritable trésor. Et d'ailleurs, Tsahal s'empare tout de suite des premières armes qui ont été débarquées. Bon, on continue. Alors, l'Altalena, d'accord, a repris la mer, hein. Et que se passe-t-il ensuite, alors? Begin, qui est à bord, je vous le rappelle, décide de jouer son va-tout. Et il dirige l'Altalena vers Tel Aviv. Mais en mettant le cap sur Tel Aviv, que cherche-t-il? Il veut prendre la population israélienne à témoin. Un témoin contre Ben Gourion. Exactement. Ouais. Et l'Altalena, faussant en compagnie aux deux corvettes qui ont pour mission de conduire le cargo dans un port, va aller s'échouer devant la plage de Tel Aviv. Là où beaucoup de monde pourra assister au combat si jamais Ben Gourion ose à nouveau faire ouvrir le feu contre les militants de l'Irgun. Ouais. C'est une sorte de provocation. Bon, ça en a tout l'air. Mais ce que Menachem Begin ne sait pas, c'est que dans la nuit, le Premier ministre a réuni en urgence son cabinet. Et il fait voter ses ministres sur un point capital, l'usage de la force. Il a été entendu? Oui. 10 ministres sur 13 l'ont autorisé à recourir à la force si l'équipage de l'Altalena ne remettait pas ses armes à Tsahal. Mais je vous fais remarquer que la force a déjà été utilisée une première fois. C'est exact, mais là on franchit un pas supplémentaire. Les armes de l'Altalena ne doivent à aucun prix parvenir entre les mains des chefs de l'Irgun. Alors revenons au déroulement des événements. L'Altalena s'échoue devant la plage de Tel Aviv. Il se trouve à 300 mètres environ, juste devant les hôtels qui bordent la plage. C'est encore la nuit, et il ne se passe toujours rien. Mais dès que le jour pointe, des hommes accourent de tous côtés. Qui sont-ils? Ce sont essentiellement des militants et des sympathisants de l'Irgun. Et aussitôt, des embarcations voguent vers l'Altalena afin de décharger les premières armes. L'affrontement paraît donc inévitable. Oui, enfin, le gouvernement qui siège en permanence est immédiatement averti. Et Ben Gourion décide de réagir avec la plus grande fermeté. Et notez-le bien, pour faire respecter ses ordres, il va faire appel à une unité du Palmar récemment intégrée dans Tsahal. Le Palmar, rappelons-le, d'extrême gauche contre l'Irgun de droite et même d'extrême droite. Oui, ce n'est sans doute pas innocent, car Ben Gourion n'aime pas plus le Palmar que l'Irgun. Revenons un instant sur le premier incident sanglant qui a eu lieu sur la plage de Kfar Vitkin, non loin de la station balnéaire de Natania. Dans son livre « 100 000 Juifs à la mer », le journaliste Jacques de Rogy a donné un récit très précis des événements. Le commandant des forces gouvernementales, Dan Epstein, vient alors de lancer un ultimatum au commandant en second de l'Irgun, Meridor, en lui donnant 10 minutes pour que l'équipage se rende sans condition et que les immigrants qui occupent la plage déposent et remettent les armes débarquées. Je cite de Rogy. Le maire de Natania vient offrir ses bons offices pour servir de médiateur entre les deux camps. Vers midi, il transmet aux deux représentants du gouvernement présents sur les lieux l'acceptation de l'Irgun de transférer l'armement aux arsenaux gouvernementaux, mais sous garde commune, laissant aux autorités le soin de les répartir. Mais celles-ci refusent de traiter avec ce qu'elles considèrent à présent comme une dissidence à laquelle il est temps de mettre un terme. Au milieu de l'après-midi, Meridor fait répondre à Dan Epstein. « Votre ton est inadmissible. Même les Anglais ne se le permettaient pas. Pour qui vous prenez-vous donc? Et qu'est-ce que vous faisiez pendant que les Anglais pendaient les nôtres? » Alors, sans autre avertissement, le délai de l'ultimatum ayant expiré depuis longtemps, Dan Epstein ordonne à ses troupes d'ouvrir le feu sur les hommes de l'Irgun encerclés sur la plage.
Le destin a voulu que la veille de ce terrible jour, un jeune commandant de brigade bénéficie d'une permission et rejoigne sa fiancée Léa à Tel Aviv. Qui était-ce? Yitzhak Rabin, le futur Premier ministre d'Israël, assassiné en 1995 par un militant extrémiste de droite. Or, Rabin en permission, je vous le rappelle, est alors l'officier du Palmach le plus haut en grade se trouvant à Tel Aviv. Par conséquent, c'est à lui qu'on va demander de prendre en charge les opérations militaires contre l'Irgun. Une seconde, vous pensez qu'il y a un lien entre cette affaire de l'Altalena et l'assassinat de Rabin près de 40 ans plus tard? La droite et l'extrême droite israélienne n'ont jamais oublié. Et elle haïssait Rabin, non seulement à cause de sa poignée de main à Arafat, mais aussi parce qu'il avait commandé l'attaque contre l'Altalena et donc versé du sang juif. Ça justifiera en quelque sorte a posteriori l'assassinat de Rabin. Bon. Alors reprenons le fil du récit. Sur la plage, il y a donc de très nombreux hommes de l'Irgun, lorsque les soldats du Palmach arrivent à leur tour. Et presque tout de suite, c'est l'affrontement. Et qui a tiré le premier? Alors là, difficile à dire. Mais Rabin avait des ordres. Ah, ça c'est certain. Et c'était un militaire qui n'avait pas froid aux yeux. Enfin, de l'autre côté, les gens de l'Irgun, qui avaient déjà eu des morts 2 jours plus tôt, ont peut-être eu envie d'en découdre dès qu'ils ont vu apparaître les hommes de Rabin. Pour venger leurs morts? C'est très possible. En tout cas, c'est tout de suite très violent. D'autant que sur l'Altalena, on a mis en batterie des mitrailleuses qui tirent sur les militaires du Palmach. Songez que les combats sur la plage vont durer de 7h du matin à 4h de l'après-midi, avec quelques trêves pour évacuer les blessés. Effectivement. Et il y a beaucoup de victimes? Plusieurs, oui. Enfin, même si les chiffres demeurent imprécis, certains parlent d'une 40aine de morts, d'autres d'une 10aine seulement. Mais j'ajoute que la bataille a eu lieu sous les yeux des observateurs étrangers, de l'ONU en particulier, des observateurs complètement ébahis. Oui, étonnés de voir des juifs se battre contre d'autres juifs. Bien entendu. Ouais. Toutefois, il a bien fallu en finir. Ces combats fratricides ne pouvaient pas s'éterniser. Et Ben Gourion a autorisé Yitzhak Rabin à tirer au canon sur l'Altalena. Sur un cargo chargé d'armes? Oui, c'était très risqué. Le bateau pouvait exploser avec lui les immeubles au bord de mer. Ouais. Et puis il y avait quand même des hommes sur le bateau. Mais Ben Gourion a quand même pris ce formidable risque. Après un premier coup de semonce, le canon tire une 2e fois et fait mouche. La coque de l'Altalena est déchirée. Immédiatement, le feu gagne les cales. Depuis le rivage, on entend une explosion et on voit l'équipage et les combattants de l'Irgun qui sautent à l'eau. Begin, lui, il est toujours à bord? Oui, et il choisira de quitter l'Altalena en feu, le dernier. Ah oui, symboliquement, le capitaine. Mais est-ce que ce coup de canon met vraiment fin aux affrontements? Non, il y aura encore des échanges de coups de feu dans les rues de Tel Aviv, mais ce n'est pas le plus important. Ben Gourion profite de l'agonie de l'Altalena pour liquider l'Irgun. Liquider, c'est-à-dire? En même temps que l'Altalena s'approchait de Tel Aviv, une rumeur insistante a couru en Israël. L'Irgun se servirait des armes pour renverser le gouvernement de Ben Gourion. Un putsch, quoi. Un putsch de droite, oui. Et cette menace, vraie ou fausse, n'a pas manqué de galvaniser les combattants placés sous les ordres de Rabin. Et c'est toujours au nom de cette menace putschiste que Ben Gourion a liquidé l'Irgun, comme vous dites? Oui, dans tout le pays, des militants sont arrêtés, des militaires mis aux arrêts. Bref, l'organisation terroriste est détruite et ses membres sont mis au pas. Et à partir de ce moment, quand ils rejoindront Tsahal, c'est à titre individuel et non plus par brigade entière. Ouais. Et Begin laisse faire? Begin est vaincu. Le soir même du canonnage de l'Altalena, le chef de l'Irgun parle à la radio. Et il s'en prend violemment à Ben Gourion. Il demande aussi à ses partisans de ne pas se révolter afin d'éviter la guerre civile. En fait, je crois qu'il avait compris que le rapport des forces ne serait jamais en sa faveur. En tout cas, pas avant très longtemps. Oui, mais dites-moi, qu'en est-il réellement de cette rumeur de putsch-là? Franchement, je crois que l'Irgun n'entendait pas prendre le pouvoir et renverser Ben Gourion. Mais si Begin avait pu récupérer les armes de l'Altalena, il ne serait certainement pas resté inerte. Inerte, qu'est-ce que ça veut dire? Son objectif, comme je vous l'ai dit, c'était Jérusalem. Et s'il avait pu vaincre la Légion arabe et donc s'emparer de la ville, rien n'aurait pu l'empêcher de créer un 2e État juif. La menace était donc réelle, quand même. Oui, mais Ben Gourion l'a exagéré à souhait parce qu'il voulait se débarrasser à tout prix de l'Irgun. Et devant la presse, il n'hésitera pas à prononcer cette phrase terrible: « Béni soit le canon qui a eu raison de l'Altalena. » Effectivement, ça compte. En tout cas, Ben Gourion, c'est sûr, dans cette occasion, a affermi l'autorité de son nouvel État. Oui, le message était tout autant destiné à la population israélienne qu'à l'opinion internationale. Il fallait qu'on sache qu'il ne tolérerait aucune dérive partisane, surtout à un moment où bientôt la guerre contre les Arabes allait recommencer.
Mais Ben Gourion n'en avait pas fini pour autant. Ah mais qu'est-ce qu'il lui restait à faire? Il lui fallait maintenant soumettre les grands chefs militaires à son autorité. Des chefs qui, pour la plupart, se situaient politiquement très à gauche. Ça veut donc dire qu'il va se retourner contre ceux qui l'ont aidé à vaincre l'Irgun. Tout à fait, ses alliés d'hier. Donc un coup à droite, un coup à gauche. Oui, quoi. parce que dès ce moment, alors même que la guerre froide vient de commencer, Ben Gourion a choisi son camp, l'Occident. Ouais, déjà Washington. Déjà, oui. Pourtant, je vous l'ai dit, Moscou a pesé tout son poids en faveur de la création d'Israël. Et les sionistes ont remporté leur première victoire grâce à des armes qui étaient souvent fournies par le camp socialiste. Ouais. Mais comment Ben Gourion a procédé pour mettre au pas tous ces chefs militaires de gauche? Bien d'abord, il faut dire que Ben Gourion, outre ses fonctions de Premier ministre, s'est aussi emparé du portefeuille de la défense. Et c'est en cette qualité qu'il prépare dans le plus grand secret une réorganisation de l'armée. Bon, réorganiser, ça veut dire éliminer les généraux de gauche. Hein. Des officiers issus la plupart du temps du Palmach, ce groupe d'élite qui a joué un rôle essentiel dans les combats qui ont précédé l'indépendance. Alors c'est vrai, Ben Gourion veut les mettre à l'écart et promouvoir des officiers non politisés. Mais c'est encore une fois prendre un grand risque alors que la guerre va recommencer. Hein. Oui, mais Ben Gourion veut en finir avec les armées privées. Mais je crois qu'il avait obtenu que tous rejoignent Tzahal. En effet, mais le Palmach, par exemple, avait conservé un état-major particulier. Alors je vous le demande une nouvelle fois, comment Ben Gourion va-t-il procéder? Il adopte une posture très gaulienne, moi ou le chaos. Ah, c'est-à-dire qu'il va mettre sa démission dans la balance. Oui, et effectivement, quelques heures avant la fin de la trêve et de la reprise des combats, il présente sa démission. Ouais, en espérant qu'on va le rappeler. Et il réussit là où De Gaulle a échoué en 1946. On le rappelle, en effet. Ben Gourion a gagné contre les généraux. Et il va réorganiser l'armée comme il l'entend, en obligeant le Palmach à s'auto-dissoudre. En réalité, mais vous l'avez compris, en cette année 1948, Ben Gourion a mené une manœuvre de grande ampleur. Très machiavélique. Sans aucun doute. Mais pour lui seul, le résultat compte. Le résultat, c'est-à-dire l'édification d'un véritable État. J'ai déjà cité le livre de Rogy, 100 000 Juifs à la mer. Lui-même fait état d'un témoignage de premier plan, celui d'Arthur Koestler, présent sur les lieux. Le grand écrivain note: pendant que l'artillerie juive envoyait ses obus sur le bateau des armées, le maire de Tel Aviv, Israël Rokar, à la tête d'une délégation de maires des villes voisines, vint supplier Ben Gourion d'ordonner le cessez-le-feu pour lui permettre de monter à bord et de persuader le commandant Benjamin de hisser le drapeau blanc. Rokar se mit presque à genoux et demanda « Miséricorde, après tout, ce sont nos enfants, ils ont donné leur sang hier à Jaffa et à Jérusalem et ils le donneront encore demain pour nous. » Ben Gourion refusa sous prétexte qu'il n'avait pas le pouvoir d'interrompre les opérations militaires en cours sans une décision du cabinet. Pendant ce temps-là, sur la plage, la foule devenait folle. Des jeunes gens de l'Irgun couraient au-devant des blindés de la Haganah et déchiraient leurs chemises sur leur poitrine en hurlant « Tuez-nous, mais laissez vivre nos frères sur le bateau ». Un garçon blessé, la moitié de la tête enlevée, continuait à courir en rond sur le sable comme un poulet décapité. Et un peu plus loin, Koestler commente cruellement « Il fallait que l'Irgun fût le bouc émissaire, tenu responsable de l'éventuelle rupture de la trêve pour compromettre un brave gouvernement respectueux de la loi. Le gouvernement voulait jouer sur les deux tableaux, rien de plus humain. Mais personne n'a jamais trouvé sympathique le geste de Ponce Pilate. » Enfin, pour tous ceux qui, à travers les récits de Monsieur X, aiment à voyager à travers le temps et l'histoire, je signale l'apparition d'un nouveau livre d'un grand voyageur, Bernard Olivier. Retraité, ce journaliste a décidé de partir seul et à pied sur la route de la soie et d'en tirer un récit en 4 tomes. Les 2 premiers livres de Bernard Olivier sont parus chez Phébus. Olivier sont parus chez Phébus. Olivier sont parus chez Phébus. Olivier sont parus chez